Allez, on plonge direct là-dedans. Aujourd'hui, notre exploration nous emmène dans les coulisses d'une enquête historique qui est honnêtement absolument fascinante. C'est le fruit du travail acharné du biographe Rémi Ferland. Et vous savez quoi? Tout a commencé de la manière la plus banale qui soit en 1989, l'achat d'un petit livret d'occasion pour 60 $. Ce qui devait n'être qu'une petite recherche de routine sur un auteur canadien-français du 19e siècle, un gars qui avait l'air totalement inoffensif, s'est en fait transformé en une quête complètement folle de 35 ans. Ce que les archives ont fini par révéler, c'est juste hallucinant. Alors la vraie question qui se pose, c'est qui était vraiment Édouard Duquet? Sur papier, on parle juste d'un étudiant un peu lambda qui a pondu une petite œuvre depuis longtemps oubliée. Mais accrochez-vous, parce que la réalité de sa vie dépasse tout ce qu'on pourrait imaginer. On part d'une histoire littéraire académique, disons-le, un peu poussiéreux, et d'un coup on bascule dans un récit sauvage de réinvention permanente, de tromperie et d'une audace absolument folle. La vie de cet homme, c'est carrément mieux qu'un roman. Première étape, l'énigme du roman oublié. Pour vraiment saisir l'ampleur de l'arnaque qui se prépare, il faut absolument regarder d'où il part. L'innocence apparente de ses débuts, c'est l'appât parfait. Écoutez bien, sa seule et unique contribution connue à la littérature québécoise, c'est ça, Pierre et Amélie. Une minuscule nouvelle pastorale de 44 pages, imprimée à Québec en 1866 par Joseph Darvaux et éditée par Joseph Norbert Duquet. C'est une œuvre qui copie sans aucune gêne les classiques de l'époque comme Paul et Virginie. C'est super doux, c'est bourré de morale, et ça raconte l'histoire de deux jeunes gens d'une pureté absolue dans la Nouvelle-France de 1632. Et ça illustre brillamment l'état d'esprit de notre homme à ses débuts. Le texte dégouline littéralement d'innocence et de piété. On a là une base morale ultra claire, une espèce de gros vernis de vertu, qui, vous allez voir, va jurer d'une façon spectaculaire avec les calculs froids qui vont définir le reste de sa vie. Bref, le jeune homme, parfait, du moins en apparence. Deuxième point, un passé familial explosif. Si on fouille un peu dans son enfance à Saint-Valentin, l'image d'Épinal explose en vol et on découvre des racines franchement violentes. Il faut bien comprendre qu'il n'a pas grandi dans un milieu tranquille. Son père, Joseph Duquet, était un instituteur de village qui s'est mis en tête de soutenir les tenanciers de tavernes locaux pendant un conflit municipal super intense. Ça a tellement dégénéré qu'en juillet 1859, la maison familiale aurait subi un raid nocturne complètement terrifiant dirigé par un conseiller municipal, un certain Jean-Baptiste Bornet. Le chaos total. En mai 1860, on remet ça. Le père de Duquet se retrouve accusé d'avoir mis le feu à la grange de ce même Bornet. Finalement, la famille doit carrément fuir vers le village de l'Acadie. Le jeune Édouard grandit donc là-dedans, au milieu des suspicions et des règlements de compte. Malgré ce chaos ambiant, ou peut-être justement pour s'en éloigner, le voilà placé comme pensionnaire au très rigide collège de Mont-Noir à l'âge de 13 ans. Et là, surprise, c'est un élève brillant. Il cartonne en français, en latin, en grec, et surtout il se forge un accent anglais absolument impeccable. Mais attention, c'est ici qu'un trait de caractère hyper important fait surface, il a la fâcheuse habitude de tout plaquer sans prévenir. Après 6 ans d'études, il disparaît du jour au lendemain, juste avant de terminer sa philosophie. Ce départ éclair, c'est ni plus ni moins que l'avant-goût de toutes les fuites rocambolesques qui vont suivre. Ce qui nous amène à la troisième partie, la métamorphose américaine. C'est là que tout bascule. Il traverse la frontière et décide d'utiliser son éducation comme une arme redoutable pour s'inventer une toute nouvelle identité. Regardez un peu ce rythme, les dates s'enchaînent à une vitesse folle. Lowell, Vergennes, North Adams, Erie. Le fait de voir ces villes s'aligner si vite, ça prouve une chose. Il ne s'installait nulle part. Il passait son temps à fuir les catastrophes qu'il laissait derrière lui, essayant toujours d'avoir une longueur d'avance sur ses victimes. L'audace du gars est juste phénoménale. À Lowell, dans les Massachusetts, il réussit à décrocher un poste de prof à la Miss Russell School en bidonnant complètement son CV, avec de fausses lettres de recommandation soi-disant signées par de grosses pointures du Québec, comme le consul de France. Mais il ne s'arrête pas là. Une fois arrivé à Vergennes, dans le Vermont, il fait une mise à jour de son mensonge. Il gomme ses origines et affirme sans sourciller qu'il est un prestigieux professeur parisien qui nous vient tout droit du Collège de France. Rien que ça. Toute cette arrogance atteint des sommets en 1868, dans un essai en anglais qu'il intitule « The Teacher », et qu'il commence carrément par cette énorme citation latine. Dans ce texte, c'est radical. Il jette ses racines catholiques aux oubliettes. À la place, il flatte les figures progressistes américaines et tape à bras raccourcis sur la noblesse et le clergé européen. C'est un revirement idéologique total, taillé sur mesure pour se forger une crédibilité auprès de son nouveau public. Donc le point crucial ici, c'est le moment où la triche sur papier devient une vraie arnaque sonnante et trébuchante. À Vergennes, il lance sa première grosse escroquerie financière. Il fonde un journal qui s'appelle l'Union canadienne et monte une société Saint-Jean-Baptiste. Et là, il trahit carrément sa propre communauté. Il empoche l'argent des abonnements, il vide la caisse patriotique de la société et comme d'habitude, il s'évapore discrètement de la ville au mois de mai.
La grande classe. Et enfin, section 4, le maître de l'imposture. Cette nouvelle fuite marque la fin définitive d'Édouard Duquet. Il efface son identité pour de bon et passe au niveau supérieur. Ce qui est vraiment intéressant à observer ici, c'est la façon dont ces mensonges prennent de l'ampleur en si peu de temps. On parle de 6 ans, à peine. En 1866, il est un petit auteur inconnu à Québec. En 1868, il est devenu un éminent professeur parisien au Vermont. Et en 1872, en Pennsylvanie, boum, le voilà devenu un aristocrate français répondant au doux nom de AED de Rupert. C'est une toile de mensonges hallucinante. C'est là qu'on réalise l'absurdité totale de la situation. On a d'un côté ce petit étudiant criblé de dettes qui fuit ses responsabilités, et de l'autre son nouveau personnage, un noble parisien très chic qui prétend avoir fui les cendres de la Commune de Paris. La métamorphose est totale, et franchement il faut oser. La façon dont il se réinvente à Chaillet est du pur génie criminel. Il a très bien compris que les Américains de l'époque ne faisaient pas toujours la différence entre un citoyen de France et un Canadien français. Il devient donc le vicomte Alphonse Edgar Dupuis de Rupert. Et là, c'est le jackpot. Non seulement il s'infiltre dans la haute société, mais il réussit le coup de maître d'épouser Catherine Elizabeth Clark, une héritière américaine très fortunée. Tout ça, bien sûr, en continuant à semer des dettes et des publications absurdes derrière lui. Mais attendez, le détail le plus cynique de toute cette histoire tient probablement dans ce chiffre. 25 cents. C'est le prix qu'il facturait aux gens pour venir l'écouter donner des conférences sur le langage et, comble de l'ironie, la pureté morale. Vous imaginez l'audace ? Le type affiche une façade publique hautement moralisatrice pour faire la leçon aux autres, alors que dans le privé, sa vie n'est une succession de fraudes, d'arnaques et d'abandons. C'est le culot incarné. Alors, pour terminer notre exploration, posons-nous la question qui tue. Comment un petit auteur pieux et oublié a-t-il pu manipuler tout son monde pour devenir l'un des arnaqueurs internationaux les plus effrontés du 19e siècle ? L'histoire d'Édouard Duquet, c'est l'histoire d'un braquage identitaire monumental. Ça nous rappelle que parfois, les impostures les plus énormes sont celles qui se cachent en pleine lumière. Franchement, est-ce que ça ne donne pas envie de fouiller dans le passé de tous ceux qui ont l'air un peu trop parfaits ? C'est tout pour cette analyse. Merci d'avoir retracé avec nous le parcours de ce fascinant caméléon.